Dans une ville où les immeubles touchèrent le ciel et les gens regardaient rarement en bas, Marilyn Monroe évoluait dans un monde invisible. Chaque matin, bien avant que les bureaux ne s'éveillent et que les ascenseurs ne sifflent leur balai quotidien, elle marchait aux côtés de son père dans les couloirs silencieux de Bright Tech Innovation. Lui, en uniforme gris aux manches usées, traînait un chariot de nettoyage aux roues grinçantes. Elle, avec un sac rempli de vieux manuels et de papiers pliés, notait mentalement tout ce qu'elle observait. La plupart des employés ne la voyaient tout pas, ou plutôt ne la regardaient pas. Elle était la fille du concierge, une ombre parmi les murs en verre, une silhouette effacée dans les angles morts du pouvoir. Mais elle observait tout, les écrans, les post-its oubliés, les conversations captées entre deux portes. Là où les autres voyaient des reflets, elle voyait des failles. Son monde était fait de détails, la récurrence d'un graphique affiché trop souvent, un mot souligné sur un rapport mal jeté, un agenda oublié dans une salle de réunion. Elle reconstruisait le puzzle du monde corporatif avec l'intelligence d'une survivante. Le soir, pendant que son père nettoyait les dernières traces de la journée, Meline se rendait à la bibliothèque municipale, un sac à dos râpé sur les épaules. Elle s'asseyait dans un coin isolé, entre les étagères d'économie et de programmation, pour taper son CV sur un vieil ordinateur public. Le clavier collait parfois, l'écran scintillait, mais elle tapait, corrigeait, recommençait. Elle n'avait pas d'adresse professionnelle, pas de diplôme prestigieux, mais elle avait un feu dans le ventre. Elle avait rédigé son CV en s'aidant d'articles open source, de tutoriels, de rapports techniques qu'elle lisait comme d'autres lisent quand des romans. Elle imprimait chaque version avec des pièces de monnaie quémandées auprès des voisins. Et à chaque ligne, elle écrivait avec plus que de l'encre, elle y inscrivait sa volonté de changer de vie. Son père la regardait parfois avec inquiétude, assis à la table de leur petit appartement aux murs jaunis. « Tu n'as pas besoin de leur monde, ma fille. Tu es déjà brillante comme tu es. » Mais Meline levait les yeux de ses feuilles et avec un sourire tranquille répondait « Je ne veux pas leur monde, papa. Je veux construire le mien. » Dans ce monde ordinaire fait d'effacements, d'ombres, de couloirs silencieux et de claviers fatigués, Meline cultivait une vision extraordinaire. Personne ne la remarquait, mais elle voyait tout. Si vous croyez que les plus grands rêves naissent dans les endroits les plus modestes, abonnez-vous à la capsule temporelle et likez cette vidéo. Ce voyage va vous bouleverser. Un matin gris, l'air chargé d'humidité et d'attente, une lettre pliée 3 fois arriva dans la boîte aux lettres, cabossée de l'immeuble de Meline. Le papier était mince, l'entête sobre mais impressionnant. Bright Tech Innovation, ressources humaines, entretien préliminaire, objet, convocation à un entretien, analyste junior. Elle l'a lu 3 fois, chaque mot semblant plus irréel que le précédent. Un frisson lui traversa l'échine. Elle se tourna vers son père qui pliait du linge propre. « Ils m'ont convoqué. Papa, tu te rends compte ?» Il s'arrêta net. Le linge glissa de ses mains. « Il » Bright Tech, question marque. Oui, moi. Là-haut, dans les bureaux. Il hésita puis sourit doucement. Alors tu y vas et tu leur montres ce qu'ils ont toujours refusé de voir. Le lendemain matin, Meline se leva avant le soleil. Elle enfila un blazer légèrement trop grand, prêté par la voisine du 4e. Elle cirait ses chaussures avec une vieille brosse à dents. Son CV était rangé dans une pochette usée en cuir, récupérée dans un vide-grenier. Dans le miroir fêlé de l'entrée, elle se murmura « Tu es prête ». Sur le trajet en métro, elle revoyait mentalement tout ce qu'elle savait de l'entreprise. Ses produits, ses rapports trimestriels, les points faibles qu'elle avait devinés à travers les documents jetés. Elle n'avait pas de diplôme, mais elle avait une mémoire affûtée, une logique aiguisée et une rage douce mais tenace. Quand elle arriva devant la façade de verre géante de Bright Tech, le monde sembla la rejeter d'un simple reflet. Des gens en tailleur élégant passaient devant elle sans un regard. Des portes vitrées s'ouvraient et se refermaient comme pour mieux dire « ce n'est pas ton monde ». Mais elle s'avança, la tête haute, le cœur tambourinant. À l'intérieur, le hall semblait infini. Marbre blanc, écran lumineux, réceptionniste glacial. Dès qu'elle s'annonça, le rejet s'invita comme un vieux fantôme familier. « Non, Marilyn Monroe, j'ai un entretien à 10h30. » Un silence, puis un sourire moqueur. « Monroe, la fille de Chuck, le concierge ?» Les mots tombèrent comme des gifles. 2 hommes en costume se tournèrent, sourirent en coin.
Un vigile s'avança déjà sans qu'on l'ait appelée. Et pourtant, elle ne recula pas. « Je suis attendu, mon nom est sur la liste. » La réceptionniste haussa un sourcil, se pencha vers le vigile, murmura quelque chose. Le monde semblait se refermer, prêt à l'expulser. Mais c'est à cet instant, exactement cet instant, qu'une voix tonna depuis les couloirs. « Où est l'analyste qui peut résoudre ce rapport ?» Le silence se fit. Des têtes se tournèrent. Le PDG Douglas Blake, figure mythique des bureaux d'en haut, fendit le hall en agitant un dossier dans les mains. Il était furieux, pressé, désespéré. « Je me fiche que ce soit un analyste, un stagiaire ou le chien du concierge, qu'on me trouve une solution. » Et dans ce vide, Meline fit un pas en avant. Ses mains tremblaient, sa voix était douce, mais claire. « Je peux essayer. » Le monde entier s'arrêta. Le silence qui suivit les mots de Meline n'était pas seulement celui d'une pièce surprise. C'était celui d'un monde qui retenait son souffle, choqué qu'une voix si modeste ose défier l'ordre établi. Le vigile hésita, jetant un œil vers le PDG, puis vers Meline, puis de nouveau vers le PDG. Douglas Blake, costume tiré au cordeau, fronça les sourcils. Il s'avança vers elle d'un pas sec. « Toi ?» dit-il presque en riant. « C'est toi qui veux résoudre ce rapport ?» Il la scruta de la tête aux pieds, les chaussures usées, le dossier en cuir fatigué, les mains qui tremblaient. « Tu es qui ?»« Meline Monroe Jetide, » répondit-elle. « Je suis ici pour un entretien aujourd'hui, mais je crois que ceci est plus urgent. » Autour, certains employés échangèrent des regards confus. Un soupir de mépris s'échappa d'un homme en cravate, et Meline sentit le poids du ridicule glisser lentement sur ses épaules. Un instant, juste un instant, elle faillit baisser les yeux, faire un pas en arrière, abandonner. Dans sa tête, 1000 voix s'élevaient. « Tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas ta place ici, tu es la fille du concierge, et si tu te ridiculisais ?» Même son propre cœur semblait la trahir, tambourinant comme un poing contre une cage. Mais au milieu de ce tumulte intérieur, une seule voix lui revint, celle de son père prononcée un soir d'hiver alors qu'elle doutait devant un livre trop complexe. Quand le monde te dit que tu n'es pas prête, ce n'est pas une preuve que tu es incapable. C'est juste un rappel que tu vas devoir prouver que tu l'es. Alors elle releva les yeux, elle inspira profondément. Et elle répéta, plus fort cette fois, « Je peux essayer. Donnez-moi 5 minutes. Si j'échoue, je m'en irai. Mais si je réussis, alors j'aurai mérité ma place ici. » Un nouveau silence. Mais ce n'était plus un silence de mépris. C'était le silence du doute inversé, celui qui commence à se demander « Et si ?» Douglas Blake, intrigué malgré lui, haussa un sourcil. Il fit un geste. « Suis-moi. » Meline sentit son cœur basculer. C'était ça, le moment. Et même si une part d'elle-même criait de fuir, elle fit un pas, puis un autre, et entra dans la salle où sa vie allait basculer. Elle doute, mais vous pouvez croire en elle. Montrez-le. Likez et abonnez-vous à la capsule temporelle. La salle de réunion était vitrée, baignée d'une lumière crue, impersonnelle, presque chirurgicale. Des écrans clignotaient au mur, des chiffres défilaient sans pitié. Le dossier, épais, attendait au centre de la grande table. Tout dans cet endroit criait « Tu n'es pas à ta place ». Et pourtant, Meline s'assit, droit dans les yeux du doute. De l'autre côté de la paroi vitrée, Douglas Blake restait debout, bras croisés, observant. Son visage était une énigme, mélange d'impatience, de curiosité et d'un brin d'ironie. Il n'était pas là pour l'encourager, il était là pour voir si elle tomberait. Mais ce que Meline ne savait pas encore, c'est que le mentor n'est pas toujours un guide bienveillant. Parfois, c'est celui qui te met à l'épreuve, qui te provoque pour que tu te surpasses. Elle ouvrit le dossier, ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux devenaient vifs, affûtés. Elle reconnut immédiatement le problème, un alignement défectueux, une variable oubliée. Le genre d'erreur subtile que l'instinct capte mieux que l'expertise. Elle sortit un vieux stylo noir, griffonna des formules sur une feuille vierge, traça des flèches, corrigea mentalement les projections, recoupa les chiffres avec les données qu'elle avait mémorisées en secret depuis des années. Chaque trait de stylo était une révolte. Chaque formule, un cri silencieux contre l'injustice du mépris. Pendant ce temps, Douglas Blake regardait. Il ne l'interrompait pas, il la testait. Et quelque chose en lui, qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, s'éveillait, l'étrange frisson de voir quelqu'un accomplir l'impossible. 4 minutes plus tard, Meline se leva. Elle sortit de la salle, contourna la table, traversa le couloir jusqu'au PDG et tendit le dossier corrigé. « Voilà votre réponse, » dit-elle calmement. « Votre analyste a oublié une clause de contrat du trimestre précédent.
Elle a faussé toute la chaîne de projection. J'ai réajusté le modèle. Regardez la page 6. Douglas prit le dossier, jeta un œil puis appela son assistant. Celui-ci compara les notes avec les fichiers originaux. Son regard se transforma. Elle a raison. Elle a complètement raison. Un silence. Douglas releva les yeux vers elle. Ce n'était plus de l'amusement, c'était du respect. « Quel est ton nom déjà ?»« Méline Monroe. » Il l'observa longuement, puis hocha la tête presque imperceptiblement. « Annule les autres entretiens, dit-il à la réceptionniste, abasourdie. Et à Méline, viens avec moi. » Ce moment fut bien plus qu'un triomphe. C'était la naissance d'un lien inattendu entre l'ancien monde, Douglas, et le nouveau, Méline. Le mentor venait de reconnaître l'élu, non pas en la guidant avec tendresse, mais en lui donnant l'occasion de briller sans filet. Ce fut la première fois que quelqu'un d'en haut voyait Méline, non comme une anomalie, mais comme une possibilité. Lorsqu'elle suivit Douglas Blake à travers les couloirs de verre, chaque pas sonnait comme une rupture. Ce n'était pas seulement un déplacement physique, c'était un passage invisible entre deux mondes. Derrière elle, l'accueil glacial, les regards condescendants, les rires étouffés, les étiquettes sociales. Devant elle, des bureaux feutrés, des murs tapissés de résultats, de pouvoirs, de décisions qui pestent des millions. Et pourtant, elle avançait, les épaules droites, le souffle court mais le regard net. Dans un couloir, elle reconnut un tableau qu'elle nettoyait jadis avec son père. Elle se souvenait de la façon dont il lui avait dit un jour, en essuyant la poussière, « Un jour, c'est toi qu'ils écouteront dans ces salles-là. » Elle avait souri à l'époque, elle n'y avait pas cru, et maintenant, elle y était. Douglas ne parlait pas, il marchait vite, comme si l'urgence du moment s'accordait parfaitement avec l'audace qu'elle venait de montrer. Ils arrivèrent à une salle plus vaste encore, bardée d'écrans, de graphiques en temps réel, d'un long tableau tactile affichant des données en cascade. Là, il referma la porte. Le bruit du loquet résonna comme un gong. Elle était entrée dans la caverne. « Explique-moi comment tu as vu ce que personne n'a vu, dit-il sans détour. Et Méline, cette fois, ne trembla pas. Parce que je regarde différemment, parce que je viens d'en bas, parce que je n'ai pas appris avec des manuels. J'ai appris avec l'intuition, l'observation, la débrouille. J'ai étudié vos anciens rapports, vos publications open source, vos visuels de tableaux, pendant que je nettoyais vos couloirs avec mon père. » Douglas ne répondit pas tout de suite. Il se détourna, regardant par la baie vitrée, puis il dit simplement « Tu n'as ni diplôme, ni statut. Mais tu as vu la faille que mes meilleurs ont ignorée. » C'est tout ce qui compte. Et dans cette phrase, elle comprit. Le seuil avait été franchi. Elle n'était plus une simple candidate. Elle n'était plus la fille du concierge. Elle était devenue une actrice du changement, une voix, un esprit qu'on écoute. Puis il déclara « Je ne veux pas te proposer un poste de junior analyste. Je veux te confier la direction d'un groupe spécial. Un projet dédié à la fiabilité des données, à la vérité, pas aux apparences. » Méline resta figée. Ce qu'elle avait toujours imaginé comme une fin glorieuse, être simplement embauchée, n'était qu'un début bien plus grand, bien plus vertigineux. Elle voulut refuser, par humilité, par peur, mais Douglas la devança. « Tu n'as pas besoin d'être prête, tu dois être vraie. C'est plus rare et plus précieux. » Elle avait franchi le seuil, le monde ordinaire n'existait plus. Elle était entrée dans la zone du défi, du risque, du pouvoir et de la transformation. Le lendemain matin, la lumière du jour n'avait pas changé, mais le monde de Méline, lui, n'était plus le même. Elle entra dans le hall de Brightech, non plus comme une silhouette ignorée, mais comme une anomalie en pleine lumière. Et le monde la vit, pour la première fois. Certains baissèrent les yeux, gênés, d'autres la fixèrent ouvertement, cherchant la faille, comme on scrute un miracle qui dérange l'ordre établi. La réceptionniste, celle qui l'avait humiliée la veille, n'osa pas parler. Mais les épreuves véritables ne faisaient que commencer. L'équipe qu'elle devait diriger l'attendait déjà. Un groupe hétérogène de spécialistes, un directeur financier sceptique, une analyste vexée d'avoir été corrigée par une débutante, un junior silencieux mais curieux, une data scientist au regard neutre et un expert en conformité, glacial et rigide. Douglas fit les présentations sans cérémonie. Voici Méline Monroe. Elle dirigera la cellule vérité et exactitude. Elle est ici parce qu'elle a vu ce que vous avez raté. Écoutez-la. Puis il sortit, laissant derrière lui la tension épaisse d'un orage non encore éclaté. Méline s'avança vers le tableau blanc. Ses mains étaient moites,
Mais sa voix était ferme. Je sais ce que vous pensez. Je ne ressemble pas à une chef d'équipe. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas d'expérience classique. Mais je suis ici pour faire ce que personne n'a voulu faire jusqu'à présent. Voir ce qui dérange. Chercher ce qui ne brille pas. Corriger ce qui est ignoré. Il y eut un silence, puis une voix, tranchante. « Tu es là parce que tu nous as humiliés hier. Ne crois pas qu'on va oublier ça. » C'était l'analyste fautive, bras croisés, regard froid. Meline la fixa sans animosité. « Je n'ai humilié personne. L'erreur ne t'a pas défini. » « Ce que tu feras ensuite, oui. » Un frémissement. Un murmure discret passa parmi l'équipe. Elle ne répliquait pas avec orgueil. Elle construisait un pont. Peu à peu, des alliés émergèrent. Le jeune junior commença à l'aider sur la cartographie des flux internes. La data scientist, intriguée par ses intuitions, lui demanda une réunion privée. Même le directeur financier, d'abord moqueur, reconnut du bout des lèvres « Tu poses les bonnes questions. C'est déroutant. Chaque jour était une épreuve. Des retards techniques, des frictions humaines, des erreurs assumées. Mais elle tenait, non pas par autorité, mais par clarté. Elle ne commandait pas, elle montrait, elle invitait à mieux faire. Mais dans l'ombre, les résistants se cristallisaient. Certains cadres, dérangés par son ascension fulgurante, parlèrent dans son dos. Des rapports furent oubliés, des réunions déplacées sans prévenir. Un mail anonyme circula même, insinuant que sa place n'était que le fruit du favoritisme du PDG. Une fille du concierge, sérieusement? Et demain quoi? Le chien de l'IT en chef? Quand elle lut ce message, seule, tard dans la salle vitrée, elle sentit une larme monter. Mais elle la ravala. Car l'injustice était ancienne et sa volonté bien plus récente ne l'était pas moins féroce. Elle rentra ce soir-là dans l'appartement modeste où son père l'attendait avec un plat chaud. Il vit sa fatigue, ses yeux battants. Il demanda simplement « Tu veux abandonner ?» Elle secoua la tête. « Jamais. Mais parfois, je voudrais qu'ils voient plus que mon nom. » Il posa sa main rugueuse sur la sienne. « Ils verront. Pas tous, mais ceux qui comptent verront. » Le feu de l'épreuve avait commencé. Mais dans ce feu, elle forgeait quelque chose de plus précieux que le pouvoir, la légitimité. Elle n'a pas demandé le respect, elle l'a mérité. Si vous voulez plus de récits comme celui-là, abonnez-vous à la capsule temporelle. 2 semaines s'étaient écoulées. 2 semaines d'intelligence, de résistance, de nuits blanches passées à réécrire l'ordre invisible des chiffres. 2 semaines à construire non pas un tableau Excel, mais une nouvelle manière de penser la vérité des données. Et maintenant, l'heure approchait. La présentation devant le conseil d'administration, les 15 visages les plus puissants de Bright Tech, était prévue pour le lendemain matin. Ce n'était pas un briefing, c'était une épreuve de feu. Ce soir-là, Meline était seule dans la salle de réunion où tout avait commencé. Les lumières en tamisé rendaient l'espace presque solennel. Elle avait projeté ses dernières diapositives sur l'écran principal. Chaque graphique, chaque flèche, chaque mot avait été pensé, revu, épuré jusqu'à l'essence. Mais rien ne calmait le doute. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait peur. Pas de rater, mais de réussir, et que cela ne suffise pas. Elle ferma les yeux. Elle entendait déjà les voix, demain, autour de la table en bois massif. Quel est son diplôme? Elle vient d'où exactement? On ne va pas confier notre audit stratégique à une autodidacte? Si. Elle savait qu'elle n'allait pas seulement défendre un rapport, elle allait défendre son existence même. Puis une voix coupa le silence. Douglas Blake entra dans la salle sans prévenir. Il resta quelques instants sans parler, regardant l'écran. « Tu es prête ?» demanda-t-il enfin. Elle n'osa pas répondre tout de suite. Puis, « Et si je perds leur confiance dès le premier mot? Alors tu leur en donneras un deuxième, et un troisième, jusqu'à ce qu'ils n'entendent plus ton statut, mais ta vérité. » Elle le regarda surprise. Pour la première fois, il ne ressemblait plus au titan du conseil d'administration. Il ressemblait à un homme qui croyait. Et cela, c'était plus puissant que tous les diplômes du monde. « Pourquoi tu m'as choisi ?» osa-t-elle demander. Il sourit presque tristement. « Parce que j'ai vu un jour quelqu'un comme toi, et je ne l'ai pas écouté. Je ne referai pas cette erreur. » Ce soir-là, elle rentra chez elle et s'assit à la table de la cuisine. Son père l'attendait, 2 tasses de thé posées entre eux. « C'est demain, hein ?»« Oui. »« Tu as peur ?» ?»« Terriblement. » Il la regarda droit dans les yeux, avec une douceur presque farouche. « Alors va leur faire peur. » La caverne s'ouvrait. Demain, elle affronterait les dieux de la décision, non pas avec des armures, mais avec une voix, une vision
et l'intégrité comme seule arme. Le lendemain, le ciel était d'un gris coupant, comme si même les nuages attendaient en silence. Dans les étages les plus hauts de Brightech Innovations, la salle du conseil d'administration brillait d'un éclat d'acier et de verre, où tout semblait calibré pour impressionner, voire écraser. Autour de la grande table en bois poli, 15 figures puissantes étaient assises. Des femmes et des hommes en tailleurs sombres, visages impassibles, porteurs de décisions qui faisaient ou défaisaient des carrières d'un simple hochement de tête. Et là, au bout de la salle, se tenait Marilyn Monroe, droite comme une flèche tendue vers l'avenir. Son nom n'était pas sur un diplôme. Il était dans sa voix, dans ses idées, dans la vérité qu'elle portait. Douglas Blake, assis à sa droite, ouvrit la séance. « Messieurs, mesdames, voici Marilyn. Elle a ici identifié une erreur critique dans notre dernier rapport trimestriel. Je lui ai demandé de vous présenter personnellement sa découverte et sa solution. Je vous suggère d'écouter attentivement. » Un murmure discret, des regards sceptiques. Certains croisaient les bras, d'autres pianotaient déjà sur leur tablette. Mais Marilyn ne vacilla pas. Elle appuya sur la télécommande. L'écran géant s'illumina. Des chiffres apparurent, clairs, nets, alignés comme des vérités prêtes à exploser, et elle parla. D'abord doucement, puis avec force, avec rythme, avec vérité. Il y a 2 semaines, un écart mineur dans les prévisions a été repéré, en apparence négligeable. Mais en cascade, il aurait pu coûter à Brightech près de 3,2 millions en projections erronées. Elle montra les courbes, elle montra la faille, puis la correction, puis la solution. Ce que vos analystes n'ont pas vu, ce n'est pas leur faute. C'est la faute d'un système qui regarde trop haut et oublie de regarder en bas. Un silence. Elle ajouta plus calmement « Moi j'ai grandi ici, dans vos couloirs, avec un balai et un regard curieux. J'ai appris à lire les données comme d'autres lisent les visages. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est un modèle de vérification dynamique, simple, humain, robuste. » Elle termina. Il n'y avait plus un bruit. Certains membres du conseil échangeaient enfin des regards non plus de doute, mais d'étonnement. Puis une voix grave s'éleva, celle du président du conseil. « Mademoiselle Monroe, où avez-vous étudié ?» Elle prit une inspiration et répondit avec un calme tranchant. « Je n'ai pas étudié dans une université. J'ai étudié ici, dans ce bâtiment. Mon père, Chuck Monroe, a nettoyé vos bureaux pendant 28 ans. Et moi, j'ai appris en observant ce que personne ne regarde. » Un souffle parcourut la pièce. Douglas, sans attendre, prit la parole. « Son éducation est celle que vos chaussures ont piétinée sans le savoir. Et pourtant, aujourd'hui, elle vient de sauver vos résultats annuels. » Un moment suspendu. Puis le président du conseil se leva. Il regarda autour de lui, puis déclara « Nous approuvons sa proposition et nous validons la création immédiate d'un département vérité et exactitude. » Il se tourna vers elle. « Sous votre direction, mademoiselle Monroe ?» Elle resta figée. Le mot « direction » résonnait dans sa poitrine comme un tambour d'avenir. Elle murmura « Sous ma direction ?» Douglas hocha la tête. « Tu ne t'es pas contenté de corriger une erreur. Tu as corrigé une façon de voir. Tu as changé notre manière de penser. » En sortant de la salle, son téléphone vibra, un message de son père. « Alors, comment ça s'est passé ?» Elle s'arrêta, sourit, les larmes aux yeux, et répondit « Je crois que je viens d'être nommée directrice. » Elle avait traversé la caverne, elle avait affronté les gardiens du pouvoir, et elle n'en était pas seulement sortie vivante, elle en était sortie reconnue. Elle est entrée dans la salle où personne ne pensait la voir. Si vous admirez son courage, abonnez-vous et laissez un like. La capsule temporelle vit grâce à vous. Le lendemain matin, le soleil perçait enfin les nuages au-dessus de la ville. Marilyn Monroe, habillée simplement mais avec dignité, toujours ce blazer emprunté, mais porté comme une armure forgée à la main, franchit les portes de Brightech comme une femme nouvelle, mais avec le cœur de celle qu'elle a toujours été. Dans le hall, cette fois, les regards changèrent. On ne la fixait plus avec condescendance. On la suivait des yeux avec incompréhension mêlée de respect. Le vigile qui, il y a quelques jours, s'était avancé pour l'expulser, la salua d'un hochement de tête. La réceptionniste baissa les yeux, murmura « Je ne savais pas. » Marilyn répondit avec douceur « La plupart des gens ne savent pas. Ce n'est pas une excuse, mais ce n'est pas une condamnation non plus. » Elle entra dans l'ascenseur, appuya sur l'étage 22, celui des directeurs, le bouton qui autrefois lui semblait interdit. À l'étage, Douglas Blake l'attendait, bras croisés, le regard fier. Il ne dit rien de grandiose. Juste « Tu es prête ?»« Non, mais j'y vais quand même, répondit-elle avec un sourire.
Il ouvrit la porte de la salle de réunion. À l'intérieur, son équipe l'attendait. Les mêmes visages, mais avec d'autres regards. Curiosité, respect, un peu d'humilité. Douglas prit la parole. « Je vous présente votre responsable. Elle est ici non parce qu'elle a suivi la voie traditionnelle, mais parce qu'elle a eu le courage de voir ce que vous avez ignoré et la force de vous le dire. » Puis il sortit, les laissant seuls. Meline s'avança vers le tableau blanc. Elle marqua son prénom au feutre. « Je ne suis pas ici pour diriger. Je suis ici pour travailler avec vous. Pas pour remplacer, mais pour réparer et construire ensemble. » Elle déroula sa vision, encore imparfaite, encore en chantier, mais claire, audacieuse et profondément humaine. Un silence. Puis l'analyste qu'elle avait corrigé s'approcha, doucement. « Tu as vu ce que je n'ai pas vu, tu l'as dit, et ça m'a fait mal, mais tu avais raison, et ça m'a fait grandir. Merci. » Meline sourit. « L'erreur n'est pas un crime, l'aveuglement volontaire, oui. Et toi, tu as choisi de voir. » Le reste de la journée passa comme un rêve éveillé. Le projet avançait, les idées fusaient, les résistances fondaient, non par peur mais par reconnaissance. À midi, alors que la salle se vidait pour le déjeuner, elle reçut un message, un simple texto, de son père. « Je suis dans le hall, je t'ai apporté ton déjeuner. Le vieux lunchbox, tu t'en souviens ?» Elle descendit. Et là, au pied du grand immeuble, comme chaque soir pendant des années, son père l'attendait. Mais cette fois, ce n'était pas pour la ramener à la maison. C'était pour la voir là où elle appartient. Il lui tendit la boîte en métal cabossée. « Tu as une place à table maintenant ?» Elle le prit dans ses bras, les yeux embués. « Non, papa, c'est toi qui me l'as préparée. Elle avait conquis le monde extérieur. Mais plus encore, elle avait gagné la certitude intérieure. Je ne suis pas ici parce qu'on m'a laissé entrer. Je suis ici parce que j'ai pris ma place et que je l'ai remplie avec tout ce que je suis. » La semaine suivante, la routine de Bright Tech avait repris. Les ascenseurs continuaient de monter et descendre, les badges s'activaient sur les portiques, les cafés fumaient dans les gobelets en carton. Mais quelque chose avait changé. Et ce quelque chose, c'était la manière dont on parlait de Meline Monroe. C'est elle, non? Celle qui a repris le département vérité. Elle a présenté devant le conseil. Tu te rends compte? Apparemment, elle n'a même pas de diplôme. Ouais, mais elle voit ce que personne ne voit. Elle était devenue un murmure d'inspiration, mais aussi de dérangement. Une anomalie vivante, une vérité qui marche. Certains l'admiraient, d'autres la craignaient, mais plus personne ne pouvait l'ignorer. Un matin, alors qu'elle passait dans un couloir, un jeune stagiaire, visiblement nerveux, lui glissa un mot griffonné. Elle l'ouvrit une fois dans son bureau. « Merci, j'ai toujours cru que ce monde n'était pas pour moi. Tu m'as prouvé que je peux y avoir ma place aussi. » Elle resta là longtemps, le mot entre les doigts. Le monde ordinaire était toujours le même, mais maintenant elle y marchait avec d'autres pas que les siens. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle descendit dans les sous-sols, là où les anciens couloirs sentaient dans la cire et la solitude. Elle retrouva son père, toujours fidèle, toujours discret. Il était penché sur un seau, sa vieille radio grésillante dans un coin. Il leva les yeux, surpris. « Tu t'es perdu, chef ?»« Non, répondit-elle en souriant. Je reviens te dire merci. » Il s'assit, posant le seau avec un soupir. « Tu sais, même si tu ne venais pas, je te verrai toujours ici. C'est ton premier terrain d'apprentissage, ton premier royaume. » Elle s'assit à côté de lui sur une caisse vide. « Il pense que je suis entré ici grâce à un miracle. » « Et alors ? Les miracles, ce sont souvent des gens qu'on n'a pas regardés assez longtemps, » il ajouta. « Et puis les miracles, ça bosse dur aussi. » Ils rirent tous les deux, un rire vrai, fatigué, fier. En quittant les sous-sols ce soir-là, elle marcha plus lentement dans les couloirs. Elle croisa des femmes de ménage, des livreurs, des stagiaires effacés. Elle leur sourit. Certains la reconnurent, d'autres pas, mais elle savait. Elle savait qu'ils faisaient partie du même voyage, et elle savait désormais que le retour ne signifie pas reculer, cela signifie rapporter ce que l'on a conquis pour élever les autres. Meline Monroe était rentrée, mais maintenant elle portait en elle un feu que plus rien ne pouvait étouffer. 2 jours plus tard, les préparatifs pour le lancement officiel du département Vérité et Exactitude battaient leur plein. La direction de Bright Tech, le comité stratégique, les représentants des actionnaires, tous attendaient une présentation de la nouvelle division. Et Douglas Blake, une fois encore, prit une décision que peu comprenaient. « C'est Meline qui parlera, pas moi, pas un cadre. » Elle, des murmures se levèrent, mais elle vient tout juste d'arriver. Elle ne fait pas encore partie de la direction officielle. Et si elle se plante ?
Mais Douglas resta inflexible. Si elle se plante, elle se relèvera, et vous la verrez se relever. Ce sera déjà plus que beaucoup d'entre nous ont osé faire. Le matin de la présentation, Meline se tenait seule dans la grande salle polyvalente, devant un écran noir. Les projecteurs s'allumeraient dans quelques minutes. Les invités étaient déjà là, au-delà de la porte. Elle ferma les yeux, ses mains serrant ses notes. Mais en elle, il n'y avait plus la même peur. Il y avait autre chose. Une conscience. Je n'ai plus à me justifier. Je n'ai plus à demander la permission d'exister ici. Lorsque les portes s'ouvrirent et que les lumières se fixèrent sur elle, Meline entra, non plus comme une survivante, mais comme une force. Le public était vaste. Des visages puissants, des noms connus, des influenceurs du secteur, des analystes reconnus, des journalistes même. Et là, seule devant eux, elle parla. Il y a encore 2 semaines, j'étais invisible dans ce bâtiment. Aujourd'hui, je ne suis pas ici parce que je suis exceptionnelle. Je suis ici parce que j'ai vu ce que d'autres ont ignoré. Elle raconta les données, la faille, la correction, le projet. Mais plus encore, elle raconta l'histoire des invisibles, des concierges, des stagiaires, des assistants sous-estimés, de toutes celles et ceux qui voient mais qu'on n'écoute pas. Sa voix n'était plus hésitante, elle était tranchante, juste, profonde. Et à mesure qu'elle parlait, les visages changèrent, les bras croisés se décrispèrent, les stylos cessèrent de gratter, les regards s'élevèrent vers elle comme vers une évidence. Quand elle termina, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, juste un silence sacré, celui qu'on réserve aux vérités qu'on ne peut pas réfuter. Puis le PDG se leva et il applaudit, et tout le monde suivit. Douglas s'approcha d'elle plus tard dans les coulisses. Il dit simplement « Aujourd'hui, tu ne leur as pas seulement montré que tu mérites ta place, tu leur as rappelé que personne ne peut définir ta valeur, sauf toi. » Et Meline sourit. Un sourire différent, non pas celui de la surprise ou de la victoire fragile, mais le sourire d'une femme qui a survécu au feu et en est sortie lumière. Elle était née dans l'ombre des couloirs. Elle était passée par le feu du doute, et maintenant elle illuminait les salles de décision. Marilyn Monroe n'était plus une exception, elle était un précédent. Quelques semaines plus tard, Brightech Innovations brillait toujours sous les reflets du verre et du chrome. Les tableaux de bord internes affichaient des performances redressées. Le nouveau département Vérité and Exactitude, dirigé par Marilyn Monroe, fonctionnait avec une efficacité inattendue. Mais la vraie révolution, elle, n'était pas dans les chiffres, elle était dans les gens. La culture interne avait commencé à changer. Un agent de sécurité avait proposé une idée d'optimisation du circuit de badge. Elle avait été étudiée. Une assistante de direction avait signalé un bug récurrent dans le logiciel de projection. On l'avait remercié et corrigé le code. Un ancien stagiaire avait été embauché sur recommandation directe de Meline. Le message se propageait doucement mais avec insistance. Là où tu es, tu peux voir. Là où tu vois, tu peux agir. Un vendredi matin, Meline reçut un mail. Il venait du lycée public où elle avait étudié. Le professeur principal de son ancienne classe écrivait « Les élèves entendent parler de vous. Ils ne savent pas comment une fille du concierge est devenue directrice. Voulez-vous leur raconter vous-même » Elle mit du temps à répondre. Puis « Oui, je viendrai. Pas pour parler de moi, mais pour leur montrer qu'ils n'ont pas besoin de permission pour commencer à rêver. » La semaine suivante, elle entra dans la salle de classe comme autrefois. Même odeur de tableau blanc, même fenêtre trop petite, même grésillement de néon. Les élèves étaient là, silencieux, curieux, méfiants. Elle s'assit. Ne sortit aucun support, juste sa voix. « Je suis comme vous, j'ai grandi ici, j'ai galéré, j'ai douté. Et puis un jour, j'ai compris que l'on n'a pas besoin de venir d'un grand endroit pour avoir une grande idée. » Elle leur raconta les couloirs, le hall, l'interview ratée, le rapport, la salle du conseil, mais surtout, elle leur raconta la foi, en soi, en l'effort, en l'invisible, et à la fin, elle ajouta « Le monde ne vous doit rien, mais vous vous devez tout. Alors allez chercher ce que personne ne pense que vous méritez, et surprenez-les, encore et encore. » Quand elle sortit, une élève l'arrêta. Une fille silencieuse, aux cheveux attachés en désordre. Elle murmura « J'écris des codes, des petits algorithmes, mais je n'ai jamais osé les montrer. Je pensais que personne ne m'écouterait. » Meline lui tendit une carte professionnelle. « Envoie-les-moi, je t'écouterai. » L'élixir était là, non dans une formule magique, mais dans l'inspiration. La permission implicite de croire et surtout de continuer.
Ce soir-là, sur le toit de Bright Tech, Méline regardait les lumières de la ville. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle appartenait à cet endroit. Mais surtout, elle avait créé une brèche dans le mur. Et par cette brèche, d'autres passeraient. Car parfois, la plus grande victoire d'un héros, ce n'est pas d'avoir vaincu les monstres. C'est d'avoir transformé le monde assez pour que d'autres n'aient plus à les affronter seuls. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début. Abonnez-vous à la capsule temporelle pour d'autres récits vrais, puissants, nécessaires. Merci d'avoir regardé